Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Tracer votre chemin vers l'UDM, de l'exploration à l'admission. Cette séance s'adresse aux étudiants intéressés par les cycles supérieurs. Si vous avez manqué les séances pour les premiers cycles, rendez-vous sur notre site web admission.umontréal.ca pour écouter les webinaires qui s'adressent aux étudiants internationaux et les locaux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler d'études supérieures. Cette séance sera enregistrée, disponible pour rediffusion sur notre site Admission. Je vous rappelle que votre micro et caméra seront fermés en tout temps. Cependant, c'est votre séance d'information, alors n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur la fenêtre Q&A ou Q&R. On a 2 personnes de l'équipe des études supérieures qui vont répondre à vos questions en lien avec l'admission et les financements. On a aussi notre collègue Clara sur les chats qui va vous mettre les liens utiles et aussi les adresses courriels. On va parler aujourd'hui, alors, on va faire un survol les grandes étapes d'admission au cycle supérieur et aussi, on va parler avec 2 étudiantes qui vont nous raconter leur expérience en lien avec l'admission et aussi la vie étudiante. Je commence donc avec la première invitée, Nicole Languerrand, adjointe à la vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales. Bonjour, Nicole. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Alors, on commence avec une grande question qui est quand même assez posée par les étudiants. Comment faire sa demande d'admission? Pouvez-vous nous parler un peu des dates limites pour déposer une demande d'admission? Bien, tout d'abord, j'inviterai tous les candidats intéressés par des études au cycle supérieur de visiter le site Admission de l'Université de Montréal. Donc, c'est admission.umontréal.ca. On y trouve des rubriques pour comment préparer une demande d'admission, qu'est-ce qu'on fait en cours de demande et aussi suivant le dépôt de la demande d'admission. Donc, pour les gens qui s'inquiètent, là, il y a les différentes étapes qui sont listées. Sur le site Admission, on retrouve des fiches programmes. Alors, sur les fiches programmes, il y en a environ 350 au cycle supérieur. Ça va des programmes courts comme les micro-programmes, les DESS aux maîtrises et bien sûr au doctorat. Et sur chacune des fiches programmes, on retrouve justement les dates limites d'admission, comme par exemple pour le trimestre d'été 2022 et automne 2022. La date limite, c'est le 1er février prochain. Et pour le trimestre d'hiver 23, ça sera le 1er septembre 2022. Ce qui est important aussi pour les gens intéressés, c'est de surveiller suivant cette date-là. Il peut y avoir une deuxième cohorte. Donc, on invite les gens. Malheureusement, la date ne sort pas avant la date limite du 1er février, par exemple. Donc, on invite les gens à revisiter les fiches programmes. Et aussi, on n'a pas à attendre à la dernière minute, surtout si on est un étudiant international. Donc, je dirais que dès qu'on est prêt, on dépose la demande, puis ensuite, on aura la réponse dès que possible. Merci beaucoup. Avez-vous des conseils aux futurs étudiants qui veulent déposer une demande d'admission au cycle supérieur? Bien, se prendre le plus tôt possible, je dirais. C'est certain que je vais encore faire référence aux fiches programmes parce que sur ces fiches-là, on retrouve les règlements propres au programme. C'est sûr qu'aux études supérieures, il y a un règlement qui s'applique à tous, mais pour un programme en particulier, il peut y avoir des exigences supplémentaires pour les admissions, par exemple. Une moyenne qui est supérieure à ce qui est prévu au règlement des cycles supérieurs. Dans ces fiches programmes-là, on retrouve aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des entrevues, est-ce qu'il y a des lettres de référence. Donc, ça permet aux gens de bien préparer leur dossier. Donc, si j'ai un conseil à dire, en premier, préparez bien votre demande. Donc, allez voir qu'est-ce qui est requis, même le règlement propre au programme. Puis, on retrouve aussi sur ces fiches-là la structure du programme. Donc, est-ce qu'on a envie de s'embarquer dans ce genre d'études-là? Parfois, il y en a qui vont choisir plutôt un programme court, peut-être, pour se donner une idée des études. Je dirais que ça serait mon premier truc. Donc, bien préparer, déposer, respecter les délais. Donc, je répète, 1er février, là, pour ceux qui sont intéressés à rentrer avec nous en septembre. Aussi, sur les fiches programmes, on retrouve, peut-être quand on parle de préparer, si les gens ont des questions, sur ces fiches-là, on a le technicien en gestion des dossiers étudiants. On appelle ça une TGDE à l'Université de Montréal. Il y a le nom aussi du responsable de programme. Donc, si les gens ont des questions plus poussées, par exemple, sur le programme même, il y a les gens contacts sont sur ces fiches-là. Donc, au lieu d'appeler un numéro général, on va directement au bon endroit. Et dernier truc, peut-être, il existe un guide des candidats au cycle supérieur. On le retrouve sur le site Internet des ESP, donc ESP pour Études supérieures postdoctorales. Donc, sur le site des ESP, il y a le guide, justement, du candidat. On retrouve plein d'informations sur comment déposer une demande d'admission et aussi comment trouver son directeur de recherche.
C'est qui m'amène à ma troisième question, justement. On sait que pour plusieurs maîtrises et pour nos doctorats, il faut avoir un directeur de recherche. Alors, comment, justement, trouver un directeur de recherche? Ben, je pense que la première chose, il faut le faire le plus tôt possible, hein, la recherche de son directeur de recherche, parce que dans le règlement, il y a certains programmes que c'est requis dès l'admission. À la maîtrise, c'est au premier trimestre. Au doctorat, ça peut aller jusqu'au deuxième trimestre pour désigner son directeur de recherche. Mais il faut vraiment y aller par affinité. Donc, il y a le site de la recherche où il y a la liste des chercheurs et on peut aller explorer les publications des chercheurs. Est-ce qu'ils travaillent dans un laboratoire? Un peu en apprendre davantage sur la personne avec qui on a envie de travailler. Nous, on peut avoir envie de travailler comme candidat, mais ça prend l'inverse aussi. Hein, ça prend un maillage. Et pour ça, j'inviterai les candidats à contacter le chercheur en question en lui envoyant une lettre pour indiquer un peu quelles sont les complémentarités ou les champs d'intérêt qui pourraient arrimer avec un certain maillage. Ça peut être avec aussi un CV, une relevée de notes, des références, donc pour voir un peu si le clic se fait. Puis ensuite, donc, c'est de faire, une fois que le maillage est fait, ben, c'est de faire la demande d'admission avec le directeur de recherche en question mentionné. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a une superbe vidéo qui a été faite de Juan Torres, qui est vice-doyen international et recherche de la Faculté d'aménagement. Donc, je crois que le lien va être diffusé à tous. Je vous invite à écouter cette vidéo-là. Il y a beaucoup de détails. Ça parle du financement aussi. Il y a des enjeux importants qui sont à considérer au cycle supérieur. Super. Et alors, une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a du financement à l'Université de Montréal? Ben oui, il y a du financement à l'Université de Montréal. Là, vous allez me permettre de me référer un peu à mes notes. Il y a le site bourse.umontréal.ca où il y a différents conseils pour la préparation des demandes de bourse. Il existe aussi un répertoire pour rechercher toutes les bourses qui sont disponibles à l'Université de Montréal. Et sur le site des ESP, donc esp.umontréal.ca, il y a un calendrier des concours de bourse qui sont disponibles pour les étudiants au cycle supérieur. Ça inclut aussi les concours des grands organismes subventionnaires notamment. Et au ESP, on a des bourses d'excellence. On a remis encore l'automne dernier près d'1 million de dollars en bourse. Donc, c'est vraiment intéressant que les gens soient au courant du financement qui est possible aussi avant, mais aussi pendant les études. Peut-être une note pour les étudiants étrangers. Il y a une bourse d'exemption qui existe. Donc, il y a déjà des ententes avec la France et la Belgique, mais pour les gens des autres pays, pour la maîtrise, donc il y a une partie des droits supplémentaires de scolarité qui sont défrayés par cette bourse-là de l'Université de Montréal, tandis que les droits supplémentaires de scolarité pour le doctorat est assumé en entier par cette bourse-là. Donc, je dirais qu'il y a vraiment des avantages importants qui sont offerts à l'Université de Montréal pour démarrer les études du bon pied. Merci beaucoup, Madame Languerrand, d'avoir été avec nous pour cette séance d'information. Maintenant, je vais m'adresser à Yasmine et Amélie. Je commence avec Yasmine. Tu as fait ton bac, ta maîtrise, ton doctorat en chimie à l'UDM. Alors, peux-tu nous parler un peu des différences du processus d'admission de ton baccalauréat par rapport à la maîtrise? Oui, bonjour Carla, merci pour l'invitation. Alors je pense que parce que j'ai eu la chance de faire mon bac à l'UDM, l'admission au cycle supérieur a été beaucoup plus facile que celle au premier cycle. Je trouve que ça a été très informel et spontané. Tout simplement parce que j'ai effectué un stage vers la fin de mon bac et mon professeur, mon superviseur de stage m'a simplement référé à ce qui est devenu mon directeur de recherche. Donc ça s'est passé vraiment de manière informelle. Il a mis un peu mon nom sur la table, on va dire, et puis mon professeur de maîtrise en question est tout simplement venu m'aborder dans un couloir en me disant « Hey, il paraît que tu cherches une maîtrise, est-ce que ça t'intéresse ?» Ça s'est vraiment fait aussi facilement que ça. Donc, je disais, comme j'ai fait mon bac à l'UDM, j'ai eu la chance de ne pas avoir à fournir de lettres de motivation, de ne pas non plus avoir à faire beaucoup d'efforts pour compléter les formulaires d'admission. Ça a été vraiment fait par mon directeur. Et puis, j'ai aussi eu de la chance au niveau du timing parce qu'en moins de 2 mois, en fait, j'ai eu la réponse de mon admission et j'ai pu commencer ma maîtrise juste après. Ah, super, merci. Amélie, on sait que quand on s'engage aux études supérieures, ça demande beaucoup de travail. En fait, on a beaucoup de temps pour se dédier aux lectures, par exemple. On a des cours aussi. On se demandait si c'est possible, selon toi, de travailler en même temps qu'on fait une maîtrise.
Ben oui, en fait, c'est ce que je fais en ce moment. Ça se fait très bien, que ce soit à l'intérieur même de l'université ou à l'extérieur de l'université. Je pense justement au campus où il y a plein de commerces qui sont habitués d'avoir des étudiants et des étudiantes qui travaillent avec eux. Mais moi, personnellement, j'aime bien l'université parce que ça permet de travailler dans des emplois qui sont un petit peu plus connexes à ce qu'on veut faire ou de rencontrer la communauté. Je dirais en fait qu'il y a comme 2 types d'emplois, en tout cas dans mon expérience à l'Université de Montréal. Donc, des emplois à travers du département dans lequel on étudie. Donc, moi, c'est littérature de langue française et des emplois qui sont plus dans des services de l'Université de Montréal. Pour le département, en littérature, il y a des emplois d'auxiliaire d'enseignement ou d'auxiliaire de recherche. Pour ma part, en fait, aussitôt que j'ai trouvé mon directeur à la maîtrise, j'ai pu commencer à m'impliquer dans les recherches qu'il faisait. Donc, à la fin de mon bac et maintenant à la maîtrise, en fait, on travaille sur de la recherche-création. Donc, en ce moment, j'ai pu aller dans des ateliers de création dans des écoles secondaires à Montréal, ce qui est super intéressant. Puis, de l'autre côté, je travaille aussi comme ambassadrice, dans le fond, pour le service du recrutement à l'Université de Montréal. Peux-tu nous parler un peu, justement, c'est quoi être une ambassadrice à l'UDM? Oui, avec plaisir. C'est un peu, en fait, parler de l'université à travers de la perspective étudiante. On s'occupe un peu de tout ce qui est l'accompagnement des nouveaux candidats et candidates, que ce soit du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui est en amont, regarder c'est quoi les fiches de programme, comprendre c'est quoi les conditions d'admission. Une fois que le programme est choisi, remplir le formulaire, faire un suivi si les questions sont pas tout le temps claires. Des fois, c'est un petit peu mélangeant, surtout pour les personnes à l'international. Ou s'il y a des bugs avec le formulaire, je suis rendue une experte en termes de trucs et astuces. Puis, une fois que le formulaire est déposé, c'est tout le suivi par rapport au téléversement des documents. Donc, relever de notes, comprendre peut-être c'est quoi le test de français à passer, des choses comme ça. On accompagne vraiment, c'est ça, pour faire un beau dossier et s'assurer que la personne puisse avoir un avis rapidement, en fait. Vous êtes disponible sur clavardage, par oui, téléphone? Très bon point. Clavardage au téléphone, par courriel du lundi au vendredi et en personne du mardi au jeudi au pavillon JA des Sèvres. Parfait. Et aussi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre sur Futurs étudiants. Alors, Madame Languera nous a parlé beaucoup de bourses, de financement. J'aimerais savoir, Yasmine, toi, est-ce que tu as eu des bourses? Oui, donc j'étais très active dans la recherche de bourses depuis que j'ai commencé les études supérieures. Alors pour ma part, mes premières bourses ont été, je les ai obtenues pendant ma maîtrise. Donc c'était des petites bourses de séjour à l'étranger que j'ai trouvées vraiment utiles en tout cas pour tous les étudiants qui sont intéressés à aller faire des stages à l'étranger, ce qui est une chose assez courante pendant la maîtrise et le doctorat. Donc j'ai pu demander des bourses de mobilité de l'ESP. C'est le processus, le formulaire, tout est vraiment facile. Tout est fait pour encourager les étudiants à aller faire des séjours à l'étranger. J'ai eu aussi des soutiens financiers de la part d'une association qui s'appelle Logique, donc qui aide les étudiants aussi à aller faire des études et développer des projets à l'étranger. Et pendant mon doctorat, j'ai eu des bourses plus de long terme, on va dire, des vrais financements. Donc j'ai été récipiendaire de la bourse Alexandre Graham Bell du CRSNG. Donc c'est une bourse qui est allée sur 3 ans, qui permet à l'étudiant un peu de mener son projet sans avoir à dépendre de contraintes industrielles, par exemple, comme pour les étudiants qui sont sous contrat industriel. J'ai eu aussi plusieurs bourses de mobilité de l'ESP toujours parce que j'effectue mon doctorat en fait en co-tutelle entre une université en Belgique, donc l'Université catholique de Louvain et l'Université de Montréal. Et j'ai vraiment la chance parce que l'UDM et le CRSNG m'aident beaucoup à financer ces allers-retours que je dois effectuer entre la Belgique et le Canada. Oui, voilà, donc pour les bourses, je sais que c'est du travail quand même parce que ça demande de remplir tous les formulaires, de s'assurer qu'on remplit bien toutes les conditions pour peut-être ne rien avoir à la fin. Mais en tout cas, de la part de quelqu'un qui a obtenu ces bourses-là, je peux vous dire que ça valait la peine. Ouais. Bien sûr, oui, merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions plus des cas de la vie étudiante. Je me demandais, Amélie, est-ce que toi, tu as des coups de cœur à l'UDM?
Oui, j'ai un gros coup de cœur, en fait, pour la vie étudiante et de communauté. Je m'y implique beaucoup. Donc, en littérature de langue française, je m'implique dans la revue, en fait, du département de création littéraire. Donc, 3 fois par année, on fait des appels de textes, on les lit, on les édite, puis après, on les publie. Ça m'a permis de rencontrer, en fait, des amis, des gens qui ont des mêmes intérêts que moi et avec qui j'aimerais travailler éventuellement plus tard. Puis sinon, c'est aussi une belle expérience assez proche de... presque professionnelle, en fait. Là, c'est pas rémunéré, mais le résultat qu'on crée à la fin, la revue, elle est dans des librairies, des choses comme ça. Puis autrement, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est la recherche un peu en dehors du programme. Souvent, les techniciens, mais les TGDE, un peu comme on parlait plus tôt, ils envoient des événements par courriel auxquels on peut s'inscrire. Donc, que ce soit des colloques ou des ateliers de création en littérature, c'est tout le temps pertinent de voir un peu ce qui se fait. Super. Et toi, Yasmine, peux-tu nous partager tes coups de cœur à l'EDM? Oui, alors si je devais résumer mes coups de cœur, je pense qu'il y en aurait 2. Le premier, c'est plutôt de l'ordre de l'infrastructure. Mon coup de cœur, c'est le campus 1000. Donc, c'est le nouveau campus qui est dédié aux sciences dans lequel on a emménagé il y a même pas 2 ans. Donc, c'est juste pour souligner que c'est vraiment un bâtiment qui a été fait pour la recherche de haut niveau. On a des laboratoires impressionnants avec beaucoup d'espace pour pouvoir y faire de la recherche comme il se doit. On a aussi, je veux dire, accès à des infrastructures autres que le laboratoire, comme les petites cantines, les cuisines, les salles de réunion, les bureaux. Je trouve que tout ça a vraiment été un plus et nous a permis de pouvoir mieux nous concentrer et nous mettre dans la recherche. Et puis le deuxième coup de cœur, je pense que c'est quand même un peu plus personnel parce que ça va dépendre vraiment de l'étudiant, mais pour moi, c'est mon groupe de recherche. J'ai vraiment eu la chance depuis la maîtrise, je suis dans le même groupe de recherche, donc j'ai fait maîtrise et doctorat dans le groupe du professeur Michael Dolé du département de chimie à l'Université de Montréal. Et puis je trouve qu'on a réussi à développer, grâce à lui, on a réussi à développer une très très grande cohésion de groupe. Et finalement, sans s'en rendre compte, on voit que les gens avec qui on fait de la recherche tous les jours, ils deviennent nos amis, nos confidents, les gens qui nous boostent quand on manque un peu de motivation, qui sont là pour nous écouter et surtout qui sont là pour échanger avec nous du point de vue scientifique et nous aider à avancer plus vite. Donc oui, je pense que mon groupe de recherche est vraiment mon coup de cœur, la chose de laquelle je me rappellerai le plus de mon séjour à l'Université de Montréal. Super. Là, je vais à ma dernière question, en fait. Je vais m'adresser à vous deux. Sont quoi vos plans pour le futur une fois que vous aurez fini vos études? Tu veux y aller, Amélie? Je peux y aller. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de l'édition et de l'enseignement. Un ou l'autre, ou les deux. Autrement, je pense aussi au doctorat. Mais là, je suis un peu cordonnière mal chaussée en ce moment parce que je suis encore en train de réfléchir à ce que je veux faire. Mais ça aussi, ça... Je viens de commencer la maîtrise, donc je suis en train de me projeter un peu là-dedans aussi. Alors pour moi, alors sans aucun doute, je voudrais continuer dans la recherche et le développement parce que, je veux dire, après un doctorat, ce serait quand même dommage de vouloir rétrograder, si je puis dire. Mais j'hésite encore un peu dans quel domaine. Donc c'est sûr que l'idée du stage postdoctoral, donc c'est 1 ou 2 années qu'on fait après le doctorat dans un groupe de recherche à l'université qui est utile en fait pour pouvoir un peu mieux se trouver ou en profiter pour en apprendre un peu plus sur des domaines qui ne sont pas forcément les domaines dans lesquels on est pendant le doc et qui nous permettent ensuite de trouver un travail en R&D. Donc ça, c'est ma première option, ce serait un postdoc en intelligence artificielle. C'est drôle, on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais un intérêt. Donc ce serait un postdoc en intelligence artificielle ou alors simplement postuler pour travailler en R&D dans des industries. Je travaille dans l'énergie, donc j'ai de la chance. On a quand même le choix à Montréal et aux alentours dans des entreprises qui travaillent dans les matériaux d'énergie. Donc ce serait l'un ou l'autre. Très intéressant. Vous avez toutes les deux plein de belles possibilités. Alors maintenant, on va passer aux questions du public. Je vous rappelle que pour des questions liées au financement ou à l'admission, nous avons toujours 2 personnes sous les Q&R qui vont vous répondre. Maintenant, nous allons poser vos questions qui sont sous le Q&R adressées à Amélie et Yasmine. On a déjà une question. C'est pour Yasmine. À quoi ressemble une semaine d'une étudiante au doctorat en chimie? Alors, contrairement à ce qu'on pense, le doctorat, c'est pas des cours. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en chimie, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais t'es encore à l'école, comment tu fais? Est-ce que t'en as pas marre des examens ?» Ben, pas du tout. Un doctorat, ça ressemble pas mal plus à
un travail de recherche et développement qu'un un baccalauréat. Donc, moi, j'ai eu personnellement 1 ou 2 cours pendant le doc, et puis tout le reste, c'est de la recherche. Et mes semaines, elles varient vraiment, hein. D'une semaine à une autre, je peux être au laboratoire à 100%, donc à faire de la recherche tous les jours. La semaine d'après, je prépare une conférence, donc j'ai une conférence à donner, donc je regroupe mes résultats, je fais ma présentation, je prépare mes slides. La semaine d'après, je donne des cours, je suis assistante de recherche et assistante d'enseignement, donc je prépare justement le cours que je donne aux étudiants. Il y a d'autres fois où, au contraire, on est sur des projets collaboratifs avec d'autres personnes, donc il s'agit de faire des réunions pour essayer d'en apprendre plus sur le projet en question, essayer de pouvoir aider et faire un peu avancer le projet des gens avec qui on collabore. Donc c'est vraiment variable, là. D'une journée à une autre, moi je trouve que c'est très très diversifié. C'est ce que j'aime beaucoup du doc, et c'est pour ça que je le prends vraiment pas comme un fardeau ou quelque chose de lourd comme programme, parce que je m'amuse énormément, et je pense que le doc, en tout cas à l'Université de Montréal, nous prépare vraiment au travail en R&D. Parce qu'on nous donne beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et des responsabilités qui, finalement, nous habituent à ce à quoi on devrait s'attendre à l'avenir. Super, merci. L'autre question, je regarde sur l'écran, c'est pour Amélie. Y a-t-il une différence des charges de travail entre les premiers cycles et le deuxième cycle? Oui et non. Je dirais plutôt que c'est différent, la charge de travail. Au premier cycle, c'est plus en fait un horaire construit, là encore dans le cadre de littérature et tout, mais vraiment un horaire avec des cours en présentiel, plus souvent des cours en ligne aussi. Puis les travaux, ça ressemble plus à des lectures ou des dissertations. Lorsqu'on arrive au cycle supérieur, il y a moins de cours à l'horaire. Puis les travaux, ça ressemble plus en fait à des présentations orales ou des séminaires en fait dialogiques dans lesquels on participe. Personnellement, je trouve que ça prépare aussi pour la suite logique d'aller au doctorat, peut-être éventuellement commencer à avoir une charge de cours, des choses comme ça. Mais autrement, en termes de travaux à la maison, faut plus avoir l'initiative par soi-même de se trouver des lectures, des choses comme ça pour alimenter son sujet de recherche. C'est sûr qu'il y a encore des lectures à faire liées au cours, mais un peu moins de travaux, c'est ça, de rédaction qu'au baccalauréat, je dirais. Super. Yasmine, une autre question pour toi. Quels sont les moments les plus gratifiants ou stressants au doctorat? Alors, je pense que de loin, le moment le plus stressant du doctorat, c'est l'examen prédoctoral, donc l'examen de synthèse prédoctorale. C'est un examen qui, en tout cas en chimie, doit être présenté à la fin de la première année du doc. C'est 4 heures d'écrit, 4 heures d'oral, c'est beaucoup, beaucoup de matière à couvrir. Et je dirais, au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de stress de confronter des gens qui sont experts dans leur domaine. Et puis, donc toi, étudiant, avec le peu de connaissances que tu as réussi à accumuler pendant le bac et la maîtrise, tu dois être prêt à affronter un peu intellectuellement, scientifiquement, des professeurs du département. C'est un exercice, je trouve, qui est finalement très, très important, parce qu'il nous prépare un peu à ce on doit s'attendre après, c'est-à-dire confronter les gens sur nos idées, sur leurs idées, et pouvoir discuter et réfléchir. Donc ça, c'est pour moi, je pense, le moment le plus stressant. D'ailleurs, je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'étudiants au doctorat. Et puis, les moments les plus gratifiants, passer l'examen prédoctoral. Ah oui, la journée même, on flotte sur un nuage, là, surtout de se faire dire par les profs, bravo, tu as tout le potentiel de faire un doctorat, on te souhaite bonne chance. Et puis sinon, je pense que participer à des conférences aussi, c'est très gratifiant de voir qu'on arrive à transmettre son savoir, à exposer ses résultats, à discuter avec des scientifiques de partout dans le monde. Surtout quand on a l'accord, on va dire, du directeur de recherche. Je trouve que ça procure quand même beaucoup de fierté de pouvoir présenter ses résultats en conférence. Et puis, je ne l'ai pas encore vécu, mais je suppose que c'est très gratifiant aussi, c'est la soutenance de thèse. Oui, pour avoir assisté à plusieurs soutenances, j'ai l'impression que le bonheur et la fierté sont assez intenses quand on vous félicite et qu'on vous appelle docteur pour la première fois. Donc, j'ai bien hâte. Oui, c'est sûr. C'est sûr aussi que si on pense à tous les moments où tu as eu des bourses aussi. Ah, c'est vrai. Oui, ça aussi, les emails, félicitations. Nous avons le plaisir de vous. Oui, je ne cache pas que c'est très, très gratifiant de se dire que tout le temps qu'on a passé à faire les demandes de bourse, ça a enfin porté ses fruits. Ouais. Super. Amélie, on a reçu une question pour toi. Comment choisir son sujet de recherche? C'est une bonne question.
c'est de se prendre en avance. Ça a déjà été évoqué un peu plus tôt, mais je dirais, dès le premier cycle, rapidement commencer à y penser. Puis, en discuter avec les enseignants et les enseignantes. Ils ont des expertises, sont habitués de formuler des problématiques. Ça l'aide à clarifier sa pensée, puis à avoir une idée plus générale de sur quoi on veut travailler. Aussi, à force de discuter avec eux et elles, on peut développer un lien, aborder quelqu'un pour la direction. Mais autrement, je dirais que c'est commencer tranquillement aussi à lire sur ce qui nous intéresse, puis de consulter les bibliographies. À la fin, ça réfère souvent à d'autres ouvrages, des choses qu'on peut consulter, des lectures complémentaires. Aller voir ce qui a été publié aussi, c'est quoi les maîtrises qui se font, c'est quoi les sujets de recherche en ce moment qui sont intéressants, que ce soit à l'Université de Montréal, mais aussi comparer des fois ailleurs ce qui se fait, ça peut être intéressant pour s'en inspirer, puis ensuite travailler là-dessus. Puis, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Très complet comme réponse, merci. Yasmine, on a une question pour toi aussi. Comment ça a été le processus d'admission pour une co-tutelle? Ah oui, pour une co-tutelle, ça demande un peu plus d'organisation qu'une admission simple. Je tiens à insister sur le fait que les admissions sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, il faut d'abord être admise à l'Université de Montréal. Ensuite, être admise à l'université qui nous intéresse. Et ensuite, il faut rédiger ce qu'on appelle une convention de co-tutelle. Donc, il faut que les 2 directeurs de recherche, parce qu'évidemment, il faut 2 directeurs de recherche, un dans chaque université. Donc, il faut que les 2 directeurs de recherche aient un représentant de l'ESP ou du service des co-tutelles de l'Université de Montréal et le même représentant, donc l'homologue de l'autre université, que ces 4 personnes, plus l'étudiant, s'assoient ensemble pour rédiger une convention pour s'assurer que l'étudiant ne soit pas lésé ou alors qu'il n'y ait pas une université que l'étudiant n'aille pas plus à l'université qu'à une autre, on va dire ça comme ça, c'est qu'il faut que ce soit quand même équitable. Donc cette convention, c'est la partie la plus importante. Si vous avez de la chance et qu'il y a déjà un étudiant dans votre département qui est déjà passé par là, la convention est déjà rédigée, donc il faut juste modifier les petites choses qui s'adapteront à votre situation. Mais sinon, c'est quand même assez fastidieux à remplir. Mais je pense qu'il y a quand même une chance que cette convention soit déjà rédigée dans presque tous les départements. Donc moi, une fois que cette convention a été rédigée, il fallait la faire signer, que tout le monde donne son accord. Et puis, à partir de ce moment, je trouve que c'est la partie la plus fun, la plus intéressante. C'est qu'ensuite, on a la liberté de passer d'une université à une autre, vraiment comme bon nous semble, en fonction de ce qui prime en recherche, de ce qui est le plus pertinent, en fait. Donc moi, j'ai pu vraiment organiser mon calendrier comme je le voulais. Il fallait juste que je me mette d'accord avec mes directeurs de recherche. Donc oui, le moment qui demande le plus d'organisation, on va dire, c'est l'admission. Mm-hmm. Juste s'assurer d'être admise aux 2 universités et ensuite, ça coule pas mal après. Super. Amélie, on a une question pour toi aussi. Comment se préparer pour demander des lettres de recommandation? Ça aussi, c'est une bonne question. Ça aussi, en fait, je dirais se prendre d'avance. Puis en fait, que ce soit pour déposer sa demande d'admission ou après appliquer pour des bourses, souvent la formule, c'est une lettre de recommandation électronique. C'est un lien qui va être envoyé par courriel à l'enseignant ou à l'enseignante à qui on a demandé une lettre. À partir de ce moment-là, c'est important d'avoir averti la personne en avance pour pas simplement envoyer le lien, puis la personne reçoit ça dans sa boîte courriel en sachant pas qu'il y avait ça à faire. C'est des lettres qui demandent quand même du temps à rédiger, de la préparation. Donc, s'y prendre d'avance, prévenir l'enseignant ou l'enseignante, puis aussi faire un message personnalisé, ça vaut toujours la peine. Peut-être envoyer des travaux qu'on a déjà fait avec cette personne-là, expliquer c'est quoi le projet sur lequel on travaille, vraiment tout ça en amont pour que ça se passe bien. Super, merci. Yasmine, on a une question pour toi. Tu viens de l'étranger. Alors, comment ça a été pour toi, l'adaptation physique à l'hiver et aussi au coût de la vie à Montréal? Alors, donc oui, je viens d'Algérie. Après avoir fini mes études de l'équivalent du cégep, j'ai déménagé à Montréal pour le bac. J'ai eu la chance de vivre chez ma tante. Donc, pour ce qui est du coût de la vie à Montréal, j'ai vraiment été prise en charge par ma tante qui était assez généreuse pour s'assurer que tous mes besoins étaient comblés. Donc ça, c'était vraiment pour le bac. Et puis, pour ce qui est de l'adaptation de l'hiver, écoutez, un bon manteau,
Je pense que ça fait l'affaire. J'ai vraiment pas été rebutée par l'hiver. Justement, j'avais hâte de découvrir cette ville-là. En Algérie, il neige une fois tous les 50 ans. C'est assez extraordinaire quand ça arrive. Donc, j'étais vraiment excitée à l'idée de découvrir ce que c'était qu'un hiver, un vrai. Et puis, écoutez, depuis 10 ans, je suis toujours là. Donc, l'hiver me dérange pas tant. Par contre, pour ce qui est du coût de la vie, une fois qu'on est au cycle supérieur, vu qu'on parle des cycles supérieurs, je trouve que honnêtement, les bourses de l'Université de Montréal, en tout cas au département de chimie, les bourses qui sont fournies par les directeurs de recherche, en plus aussi des bourses qui sont données par le gouvernement, nous permettent de vivre confortablement. Honnêtement, pour des étudiants, je pense que si les gens n'ont pas vraiment des goûts de luxe, etc., c'est très tout à fait possible de se consacrer à ces études supérieures sans avoir à travailler à côté. Les coûts de la vie à Montréal, c'est quand même abordable. Si Oui, je trouve que c'est abordable. Même si on compare à Toronto ou Vancouver, on est déjà, je trouve, oui, beaucoup plus abordable. Je vais voir dans l'écran si on a d'autres questions. Oui, on a une question pour Amélie. Comment tu as pris contact avec ton directeur de recherche? Je l'ai eu plusieurs fois comme enseignant. Puis, ça cliquait. Honnêtement, on avait déjà une bonne relation. J'étais déjà restée parler des travaux que j'avais faits avec lui, les poser des questions, etc. Puis, de fil en aiguille, avec cette relation-là qui s'est bâtie, à un moment donné, j'ai juste pris mon courage à deux mains, puis je lui ai demandé frontalement. J'étais hyper stressée, mais honnêtement, ça s'est fini en fist bump. Donc, ça s'est bien passé. Puis, à partir de là, le fait de l'avoir trouvé rapidement, ça m'a permis aussi de me préparer en amont. Donc, ça valait vraiment la peine de vivre ce petit stress-là. Mais finalement, c'est ça, que du positif. Super. Et je pense qu'on a reçu une dernière question pour Yasmine. Quelles démarches ont été requises pour aller chercher du soutien financier? Alors, pour ce qui était de mon soutien financier initial, donc la bourse qui m'a été octroyée par mon directeur de recherche, ça se négocie, on va dire, directement avec le directeur de recherche. Donc, une fois que vous avez trouvé votre superviseur, il faudra juste aborder le sujet du salaire, on va dire, ou de la bourse. Et ça, c'est assez straightforward, comme on dit. Par contre, pour ce qui est des bourses de l'université, le système, je trouve, est assez bien fait parce qu'on reçoit simplement les annonces, les offres de bourse via la TGDE. Donc, on en parlait, là, c'est la personne qui s'occupe un peu de chaque cycle. Donc, la TGDE des cycles supérieurs nous transmet à chaque fois qu'il y a une proposition de bourse de la part du SRNCG, du FQRNT, de l'ESP, etc. Et il y a tout dessus, en fait. Les emails, il y a les dates limites, les documents requis, qui a le droit d'appliquer, qui n'a pas le droit d'appliquer, tout ce qu'il faut faire pour se préparer, etc. Donc, il faut vraiment juste suivre les étapes et puis entamer ses démarches. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On est arrivé à la fin du webinaire. Alors, merci d'avoir participé. Merci à l'équipe aussi qui est derrière les caméras. On espère avoir répondu à certaines des questions du public, mais n'oubliez pas que nous avons un autre événement destiné en fait aux étudiants au cycle supérieur. C'est la semaine prochaine, les 1er décembre. C'est un webinaire questions-réponses. Alors, on va répondre à toutes vos questions en lien avec l'admission au cycle supérieur. Et nous avons aussi plusieurs événements qui se déroulent jusqu'au 17 décembre. Alors, rendez-vous sur notre site web admission.umontréal.ca dans la section événements. Merci, à bientôt.